Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire, Cléopâtre. Séductrice manipulatrice, empoisonneuse, déesse vivante. Cléopâtre est l'une des figures les plus fascinantes jamais connues. Mais derrière le mythe de la femme fatale qui aurait ensorcelé Jules César et Marc-Antoine, qui était vraiment la dernière reine d'Égypte? Une stratège politique brillante ou simplement une légende façonnée par ses ennemis? Déroulons ensemble le mystère et plongeons dans la véritable histoire de Cléopâtre, entre réalité historique et propagande romaine. Let's get started. Cléopâtre VII est née vers 69 avant Jésus-Christ, à Alexandrie, au sein de la dynastie ptolémaïque qui régnait sur l'Égypte depuis la conquête d'Alexandre le Grand. Son père, Ptolémée XII, était un roi affaibli, souvent contesté et même exilé à Rome pendant une partie de son règne. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre a baigné dans un tourbillon d'intrigues politiques, de complots, de rivalités familiales et d'instabilité. Les Ptolémées étaient connus pour leur lutte de pouvoir sanglante, où la trahison et l'assassinat étaient presque monnaie courante. Ce qui distinguait Cléopâtre de ses prédécesseurs, c'était son éducation exceptionnelle. Elle a probablement étudié à la bibliothèque d'Alexandrie, recevant un enseignement poussé en mathématiques, astronomie, rhétorique et philosophie. Contrairement à la majorité de sa famille, elle fut la première des Ptolémées à apprendre l'égyptien, en plus du grec, de l'araméen et d'autres langues, ce qui l'aida à se connecter avec son peuple. Son intelligence et son charisme la rendirent indispensable à la cour. Pourtant, son ascension au trône fut loin d'être un long fleuve tranquille. Son père Ptolémée XII Aulète lui laisse le trône à sa mort en 51 avant Jésus-Christ. Mais selon la tradition dynastique, elle doit régner aux côtés de son jeune frère Ptolémée XIII, alors âgé d'environ 10 ans. Ils sont officiellement mariés, comme le voulait la coutume ptolémaïque, mais Cléopâtre, beaucoup plus âgée et expérimentée, prend rapidement le contrôle des affaires du royaume. Cléopâtre cherche alors à gouverner seule, évinçant progressivement Ptolémée XIII. Cependant, elle se heurte aux conseillers royaux du jeune roi, notamment l'eunuque Potin, le général Achillas et le conseiller Théodote de Chios, qui refusent de la laisser monopoliser le pouvoir. Face à cette opposition, elle est contrainte de fuir Alexandrie en 49 avant Jésus-Christ et se réfugie en Syrie, où elle lève une armée pour reprendre le trône. Pendant ce temps, la guerre civile éclate à Rome entre Jules César et Pompée. Après sa défaite à la bataille de Pharsale, Pompée fuit en Égypte, espérant y trouver refuge. Mais Ptolémée XIII, conseillé par ses ministres, le fait assassiner pour tenter de s'attirer les faveurs de César. Cependant, ce geste choque César lorsqu'il arrive en Égypte en 48 avant Jésus-Christ. Cléopâtre, selon la légende, se serait fait introduire secrètement dans le palais, enroulée dans un tapis ou un sac de couchage, selon les versions. César fut séduit par son intelligence et son charisme, et, avec le soutien de ce dernier, Cléopâtre affronte son frère dans une guerre civile. Après une série de batailles, Ptolémée XIII se noie dans le Nil, en 47 avant Jésus-Christ. En tentant de fuir après la défaite de ses troupes, Cléopâtre devient alors la seule souveraine d'Égypte et épouse un autre de ses frères, Ptolémée XIV, pour maintenir la façade dynastique, bien qu'elle garde en réalité le pouvoir absolu. La relation de Cléopâtre et de Jules César ne se limite pas à la politique. Ils deviennent amants, et en 47 avant Jésus-Christ, Cléopâtre donne naissance à Ptolémée XV, surnommé Césarion, qu'elle présente comme le fils de César. Elle se rend même à Rome en 46 avant Jésus-Christ, où sa présence scandalise certains Romains, surtout parce qu'elle se fait traiter comme une reine à part entière. Mais en 44 avant Jésus-Christ, César est assassiné,
laissant Cléopâtre sans allié à Rome. Elle rentre alors en Égypte et tente de faire de Césarion son héritier légitime. Elle affirme qu'il est le fils biologique de Jules César. Mais à Rome, cette filiation est immédiatement contestée. César ne l'a jamais officiellement reconnue, et dans une république où le pouvoir ne se transmet pas par le sang, seul un fils adoptif pouvait hériter politiquement. Et Octave, futur Auguste, avait été désigné comme héritier officiel de César, laissant Césarion dans l'ombre. Cléopâtre, elle, avait d'autres ambitions. Son objectif principal n'était pas d'installer son fils sur le trône de Rome, mais bien d'en faire le souverain incontesté de l'Égypte. En 44, à la mort de Jules César, elle proclame Césarion, pharaon sous le nom de Ptolémée XV, et devenant ainsi son co-régent. Mais Cléopâtre ne se contente pas de l'Égypte, elle rêve d'un empire gréco-égyptien dominant l'Orient. Après la mort de César, Rome est divisée entre les triumvirs, Octave, Marc-Antoine et Lépide. Marc-Antoine, qui gouverne l'Orient romain, convoque Cléopâtre à Tarse en 41 avant Jésus-Christ. Séduite par son charisme et son pouvoir, elle l'accueille avec faste, se présentant comme une nouvelle Aphrodite. Il tombe sous son charme et la suit à Alexandrie, où ils entament une relation aussi politique que passionnelle. Ils ont 3 enfants ensemble et forment une alliance contre Octave. En 34 avant Jésus-Christ, ils organisent la donation d'Alexandrie, où Marc-Antoine répartit des territoires entre Cléopâtre et leurs enfants. Cléopâtre et Marc-Antoine déclarent Césarion roi des rois, lui attribuant des territoires en Orient. Un affront direct à Octave, qui voit dans cette proclamation une tentative de légitimation du fils biologique de César comme rival potentiel. Pour lui, Césarion représente une menace. Un fils de César, même non reconnu officiellement, reste un symbole puissant, et cette décision pousse Octave à déclarer la guerre. En 31 avant Jésus-Christ, leur destin bascule lors de la bataille d'Actium. Leur flotte est vaincue par celle d'Octave, et ils doivent fuir en Égypte. Après la défaite de Cléopâtre et Marc-Antoine à Actium, Octave marche sur l'Égypte. Cléopâtre tente de négocier le maintien de son fils sur le trône, mais Octave refuse. L'année suivante, croyant Cléopâtre morte, Marc-Antoine se suicide. Cléopâtre, capturée par Octave, se donne elle aussi la mort peu après, probablement par morsure de serpent. Peu après la mort de Cléopâtre, Césarion est capturé et exécuté sur ordre d'Octave. Avec lui, s'éteint la dynastie des Ptolémées et l'Égypte devient une province romaine. La vie de Cléopâtre, entre amour, stratégie et tragédie, a marqué l'histoire et inspiré de nombreuses légendes. Ces relations n'étaient pas qu'une simple histoire d'amour, c'était une alliance stratégique pour maintenir l'indépendance de l'Égypte. Cléopâtre est une figure légendaire, mais plusieurs aspects de sa vie sont souvent éclipsés par les récits romancés. Voici donc quelques faits méconnus que les historiens ont révélés. Elle n'était probablement pas aussi belle qu'on l'imagine. L'image de Cléopâtre, comme une femme d'une beauté envoûtante, vient surtout de la propagande romaine et des représentations artistiques modernes. Les pièces de monnaie d'époque la montrent avec un nez proéminent et des traits marqués, ce qui suggère qu'elle misait davantage sur son charisme et son intelligence que sur son apparence physique pour séduire. Plutarque lui-même écrivait que son charme venait surtout de sa voix et de son esprit. Elle parlait au moins 7 langues et était une intellectuelle accomplie. Contrairement aux autres souverains ptolémaïques, qui parlaient surtout grec, Cléopâtre a appris l'égyptien et s'est intéressée à la culture de son peuple. Elle parlait aussi l'araméen, l'hébreu, le latin, le parthe et d'autres langues, ce qui lui permettait de négocier directement avec ses alliés et ennemis sans traducteur. Elle était aussi une érudite, passionnée d'astronomie, de médecine et de philosophie. Elle a probablement écrit des traités scientifiques. Certains historiens pensent que Cléopâtre aurait écrit des ouvrages sur la médecine et la pharmacologie. Un texte médical du 1er siècle mentionne une reine Cléopâtre comme autrice d'un traité sur les poisons et les cosmétiques, ce qui correspondrait bien à son profil. Elle se considérait comme une déesse vivante.
Les souverains ptolémaïques se faisaient souvent passer pour des dieux, mais Cléopâtre a poussé cette idée plus loin. Elle s'est présentée comme la réincarnation d'Isis et a organisé des cérémonies où elle apparaissait sous cette forme divine. Cette stratégie servait autant à impressionner son peuple qu'à asseoir son pouvoir face à Rome. Elle a tenté d'industrialiser la production de parfums. Cléopâtre était fascinée par les parfums et aurait même possédé sa propre fabrique de parfums à Alexandrie. Des archéologues ont récemment découvert ce qui pourrait être l'un de ses laboratoires de fabrication où elle mélangeait des essences rares pour créer des fragrances uniques. Après sa mort, Rome diabolisa son image, la dépeignant comme la reine séductrice qui avait corrompu Marc-Antoine. C'était la manière d'Octave, devenu Auguste, de justifier sa guerre contre elle. En réalité, Cléopâtre était bien plus qu'un simple objet de désir. C'était une reine ambitieuse, cultivée et d'une intelligence redoutable qui faillit changer le cours du monde antique. Alors, Cléopâtre était-elle vraiment la femme fatale décrite par ses ennemis ou une souveraine visionnaire victime de la propagande romaine? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'immersion dans l'histoire des personnages légendaires.